Le château aux 1000 couloirs. Un conte de José Pivin. Pourquoi parler de ce village aux ruelles désertes, entouré de prairies humides? Isolé dans une plaine à peine bosselée par l'ombre des saules, il paraîtrait abandonné s'il n'était relié au monde par la pluie. Chaque mouvement des toits est un geste d'accueil, et les cheminées s'étirent de l'ombre, attentives à ce qui se passe là-haut, car presque chaque jour, les nuages apportent des pluies différentes. Pluie fine et caressante des jours sans fin, pluie tiède du crépuscule qui tombe en gouttes cuivrées par le soleil couchant, pluie en rafale qui éclabousse comme avec l'eau d'un seau emportée en courant, pluie qui sente la terre ou les feuilles, ou qui ont un goût de farine de nuage. Pluie qui parle, murmure de mots usés dont il ne reste plus que la douceur. Ruissellement où se faufilent des bruits de verre un jour de noces, ou bien éclats de fouet des pluies qui font lever la tête vers l'attelage des nuages sans cesse en mouvement. C'est dans ce pays où vit la pluie que vivait aussi Frédéric, la fille du sabotier Clodomir. Je fais le voyage qui mène aux nuages avec mes sabots que gonfle le cœur d'un bateau. On le voit travailler là-bas, sur la place, dans sa maison basse coincée entre deux hautes bâtisses de lave grise. L'une de ses anciennes demeures est devenue la mairie, l'autre l'auberge du Bon Soupir, ainsi nommée parce qu'il faut peiner pour gravir la ruelle en pente qui mène à la place, et qu'une fois arrivé à l'auberge, devant un verre de vin gris, on ne peut s'empêcher de pousser un soupir d'aise. Maintenant que vous voyez où nous sommes, présentons la famille de Frédéric. Vous avez sans doute remarqué que nous n'avons pas encore parlé de la mère. Celle-ci a disparu depuis 2 ans. Un jour, elle dit qu'elle allait à la ville voir sa sœur qui était malade. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Elle prit sa bicyclette, son costume de pluie, et elle est partie, comme elle le faisait souvent, pour la traversée de la plaine. Elle n'est jamais revenue. Aucune trace. Fondue dans la pluie. 2 hivers ont passé. Maintenant, le 3e commence. Bien sûr, Frédéric va toujours à l'école. Bien sûr, Clodomir continue à rogner des tronçons de bouleau, mais quelquefois, tout en poussant la gouge ou tirant le racloir, il oublie à quoi peuvent servir ces formes blanches de poupe et de proue, et se demande alors... Faire le voyage qui mène au nuage, l'odeur des bouleaux, mes sabots que gonfle le cœur d'un bateau. La 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 la. C'est vrai qu'un sabot ressemble à un bateau. Avec son avant relevé, son odeur de bois et même l'obscurité de sa cale. Ah, si je savais que pour retrouver ma femme, il y a la mer à traverser, je fabriquerais un énorme sabot. J'y planterais un mât, j'y fixerais une voile et je partirais avec Frédéric. Oui, papa. Hein? T'étais là, toi? Je rentre de classe. J'ai ouvert la porte sans faire de bruit pour te faire une surprise. Enlève d'abord ta cape, Frédéric. Tu es en train de mouiller ma provision de bois. Ma surprise ne t'intéresse pas? Ah si, naturellement, quoique tu m'en fasses souvent. Mais enlève ta cape d'abord et laisse tes sabots devant la porte. Ah, maintenant tu peux entrer. Je peux entrer? Avec ma surprise? En moins que ce ne soit une grenouille, elle sera mieux ici. Elle va la chercher, au lieu de rester devant moi à m'enlever le jour de la fenêtre. Tu fais entrer le froid par la porte ouverte. Je peux venir. Un chien?
Il doit pas être très obéissant, hein. À moins qu'il puisse plus tenir sur ses pattes. Tu n'as rien à craindre. Donne-lui du lait au lieu d'essayer de le convaincre avec des arguments d'homme. Mais c'est un homme. Un garçon, mais il a disparu. Où l'avais-tu laissé? Je lui avais dit de m'attendre, là, près de la fontaine, pendant que j'allais te parler. Et il peut aller un peu plus loin. Je suis sûre qu'il est devant l'auberge. L'odeur de la cuisine l'a attiré. Oui, va, mais si tu ne le trouves pas là, ne cherche pas plus loin, hein. Il est tard. Non, non, t'inquiète pas. Je vais et je viens. Mais comment s'appelle-t-il? Comment tu l'as trouvé? Louvier, il s'est perdu. Elle les fait voyager, ces sabots, ma fille. Je suis sûr qu'elle ne rentrera pas avant une bonne heure, sinon plus. Il n'y a pas moyen de lui faire suivre une ligne droite. Évidemment, elle trouve des tas de saletés qui lui plaisent dans les coins. Bah, elle perd son temps. Bah, perd son temps. Qu'est-ce que ça signifie, tout compte fait? Ne pas être heureux? Ma fille est heureuse. Elle longe les méandres de la rivière, elle suit les sentiers, et elle rencontre des enfants perdus. Où est-ce qu'elle a pu dénicher ce ravier poulet? Louvier, papa, il n'est pas à l'auberge. Il est peut-être allé se mettre à l'abri sous le hangar de la mairie. Dépêche-toi, hein. Qu'est-ce que je me disais? Allez, je me parlais. Autrefois, je m'adressais à ma femme pendant qu'elle remuait ses casseroles à la cuisine et qu'elle repassait les robes de la petite. Elle voulait qu'elle soit toujours impeccable. Elle disait, l'habit fait pas le moine, ce serait trop beau, mais la robe fraîche donne sa fraîcheur. Et la petite changeait de robe chaque jour. Seulement comme elle en avait que deux, quel savonnage perpétuel à la maison. C'est quand même extraordinaire, la façon dont Françoise a disparu. Je m'attends toujours à la voir revenir ou à la trouver sur ma route. Mais il faudrait peut-être parcourir les chemins tordus où furait Frédéric. Bon, pas le temps de chercher mon bonheur comme le font les enfants. Peut-être ma fille le trouvera-t-elle pour moi. Quand elle m'a parlé de surprise, j'ai senti comme un coup de sabot sur ma poitrine. Quelque chose qui me frappait, non pas pour me faire mal, mais pour ouvrir. Je me suis dit, si Frédéric avait retrouvé sa mère. Mais c'était ce garçon. Louvier n'est pas sous le hangar. Je repars du côté du lavoir. Un instant, Frédéric, repose-toi. Et dis-moi, comment as-tu trouvé ce garçon? Je revenais de l'école. Par où es-tu passé? Par la rivière. Sous la pluie qui rend les rives glissantes? Presque à la nuit, tu es folle. Il était là, près d'un saule ébouriffé, devant l'eau qui coule à ras-bord depuis plusieurs jours. Et que faisait-il là, ce garçon? C'est ce que je lui ai demandé. Et qu'a-t-il répondu? Il m'a répondu, et toi? Il avait raison. Je n'ai pas voulu lui dire que je voulais voir si c'était de l'eau qui coulait toujours dans la rivière. Elle luisait tellement ce soir en sortant de l'école. Alors il a encore parlé. Moi, je cherche le château aux 1000 couloirs. Il avait de la fièvre. Le château aux 1000 couloirs. On n'en ai jamais entendu parler dans la région. C'est peut-être loin d'ici. Et comme tu n'as jamais quitté ton village... Oui, je sais. Je sais aussi que si je me promenais tout le temps comme toi, il n'y aurait pas grand-chose à mettre dans la marmite chaque soir. De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait un château aux 1000 couloirs. C'est ce que je voulais lui dire. Et alors? Alors j'ai vu ses yeux devenir très sombres. Comme les trous d'eau où se cachent les plus gros poissons, tu sais? Je sais. Et alors? J'ai été obligée de croire que le château aux 1000 couloirs existait. Vite, il faut que j'aille retrouver Louvier. Il est peut-être retourné là-bas? Tu vas me faire le plaisir de rester ici. On me voit plus clair. J'allumerai la lampe et toi, tu surveilleras la soupe, au lieu de courir à la recherche de ce château des 1000 couloirs et des 10 000 courants d'air. Et Louvier? Ce Louvier est un farceur d'un village voisin qui a simplement voulu se moquer de toi. Non. J'attends une preuve. Eh bien, je vais la chercher. Frédéric! Hé, Frédéric, peux-tu revenir? Je n'ai pas besoin de preuves, je te crois! Frédéric! Elle est partie. Elle a sauté sur ma demande de preuve comme une flamme sur une allumette. Pourvu qu'elle n'aille pas jusqu'à la rivière. La pluie s'est calmée. La lune s'élève, mais les prairies sont gorgées d'eau. Elle va rentrer mouillée jusqu'aux genoux, sans avoir trouvé ce Louvier qui sera simplement rentré chez lui, tout content d'avoir flanqué cette idée de château à ma fille. Château aux 1000 couloirs.
Il doit lui plaire. 1000 couloirs, 1000 pièces. Des escaliers, des tours et des détours. Et toujours l'espoir de trouver au bout de l'un d'eux quelque chose. Quelque chose. Clodomir le sabotier s'est remis à l'ouvrage. Il polit un sabot, rend le bois lisse et doux comme le bras de sa fille. Celle-ci, en ce moment, vient de dépasser la dernière maison du village, et ses pieds s'enfoncent dans l'herbe spongieuse de la plaine. Il pleut toujours, une pluie tiède qu'on sent à peine. Pluie du soir qui pourrait devenir soupe si elle trouvait une marmite assez grande pour la contenir. Frédéric se dirige vers la rivière qu'on distingue seulement à cause de la brume qui s'élève au-dessus d'elle. Seul un côté du ciel est encore gris, taché de blanc et de violet. Louvier, où es-tu? Frédéric marche le long de la rivière. Elle n'entend que le froissement léger des masses d'eau qui avancent rapidement. Là-bas, vers l'ouest, la nappe du ciel s'éteint de plus en plus. Louvier! Louvier! Viens, Louvier! Louvier! Mais personne ne répond dans la plaine qui s'assombrit encore. Frédéric voudrait rentrer au village, pourtant ses pieds ne bougent pas. Elle écoute. Et voici que son regard accroche un mouvement de forme dans l'obscurité. Elle tourne lentement la tête. Frédéric! Frédéric! Louvier, enfin te voilà. Je vais t'emmener à la maison. Tu es trempé. Tu vas être malade. Oh, à peine enrhumé. Ces enfants qui grelottent dans la brume. Que cherchent-ils le long de la rivière? Le château aux 1000 couloirs. Eux aussi? Je ne peux pas vous emmener tous chez mon père. Bien sûr, c'est trop petit. Même pour moi seul, d'ailleurs. Tandis que le château... Il est à toi? Oui. Tu as un château et tu es en guenille. Et si maigre que tu n'as pas dû manger depuis 8 jours. J'ai une bague. Je te la donne. Il vaut 4 sous à l'épicerie. Ah, tu peux l'acheter. Non, c'est un cadeau. Puis au milieu, il y a une jolie marguerite. Viens avec moi. Je te donnerai un bracelet quand nous serons au château. Mon père m'attend. Dommage. Avec ton habitude d'aller où les autres ne vont pas, tu avais des chances de trouver. Vous croyez? Oui. Le château? Oui. La soupe est prête à la maison. Il faut que je m'en aille. Nous continuons notre chemin sans toi. Malgré la pluie? Toute la nuit? Jusqu'à ce que nous ayons trouvé. Les dernières lueurs du soir s'éteignirent. Frédéric se trouva seul. Elle regarda dans sa main la bague en forme de marguerite donnée par Louvier. Le château aux 1000 couloirs. Où peut-il se trouver? Suivant son habitude, Frédéric allait n'importe où jusqu'à ce qu'elle se sente fatiguée. Les lumières du village avaient disparu. Devant elle, la plaine pluvieuse s'étendait jusqu'au mélange avec la nuit. Frédéric avança encore, puis elle se cogna contre une pierre. Aïe! Elle allait pleurer, mais voici que la pierre se mit à résonner, comme une énorme cloche. Et à ce signal, voici qu'une lumière apparut. Une lumière énorme. Celle d'un château illuminé. Un château à tourelles, créneaux, tours et détours. Le château aux 1000 couloirs. Le château aux 1000 couloirs. Jailli de la pluie, le château dressait ses tours et ses murs au sommet d'un éboulis de cailloux luisants.
Je vais aller dire à Louvier que j'ai trouvé sa maison. Où peut-il être en ce moment? Oh, les cheminées fument. Les fenêtres s'allument et s'éteignent. Des gens courent en tous sens avec des lanternes. J'ai réveillé une fourmilière. Je me tords des chevilles sur ces cailloux. 2 marches à monter. Une bleue et une verte. Des marches larges comme les places publiques. Il faut se méfier. Si je passe trop fièrement au milieu, je serai peut-être transformée en statue. Je vais longer la rampe. Le château s'éteint. Il va de nouveau disparaître. Il faut absolument que j'entre pour allumer les lampes. Louvier ne trouverait pas le chemin. Je vais heurter le portail avec cette main de cuivre. Le portail s'est ouvert juste au moment où le château fondait de plus en plus dans la nuit. Et devant la fille du sabotier s'étend maintenant un couloir blanchi à la chaux, semblable à un trou de verre dans une poutre, car il est beaucoup plus étroit que les dimensions du portail pouvaient le laisser supposer. Pas un tableau au mur, pas un banc. Il n'est pas très éclairé ce couloir non plus. On ne voit pas d'où vient la lumière. Un tas de chiffons au milieu du couloir. Quelqu'un qui s'est allongé là pour dormir? Non, un manteau tout mouillé. On aurait pu le suspendre au mur, il y a des crochets. On n'a même pas pris la peine de racler ses semelles. Il y a des traces partout. Et là, on a dessiné sur le mur. Et sur ce tabouret, on a laissé une tartine de beurre. On voit des traces dedans. On est plus propre chez moi. Frédéric! Louvier, tu as réussi à retrouver ton château? Quand il s'est éclairé, j'ai couru. Par où es-tu rentré? Par la dernière fenêtre éclairée. Il disparaît comme ça chaque nuit? Oui. Et le jour? C'est la même chose, il fond dans l'air. Mais viens, je vais te faire visiter cette grande maison. Tu vas te perdre dans tous ces couloirs. Je les connais tous. Tous? Oui. J'oubliais que tu étais le châtelain. Je ne suis pas le châtelain, Frédéric. Que fais-tu ici alors? Je suis le concierge. Alors c'est toi qui m'as ouvert le portail quand j'ai frappé? Oui. C'est impossible puisque tu n'étais pas là. Tu me l'as dit toi-même. Tu es un menteur? Bon, c'était pas moi. Qui a pu le faire? Devine. Je ne peux pas. Dis-moi qui a ouvert la porte. Un chien. Menteur. Oh, j'en ai assez d'être insulté. Dis-moi qui a ouvert ou je dirai au vrai châtelain que tu es entré par la fenêtre et que tu as tout sali. Il n'y a pas de châtelain. Qui habite ici? Une châtelaine. Mais on ne l'a jamais vue. Jamais vu. Comment sait-on alors que c'est une châtelaine? On voit sa main sur le portail. Cela manne personne. Elle ouvre pourtant la porte. Menteur. Dis encore une fois ce mot et je te laisse toute seule. Je ne dirai plus. Même si je mens. Même si je crois que tu mens. On verra. Tous ces enfants qui se trouvaient au bord de la rivière, ce sont les siens? Non. Où sont-ils? Je ne sais pas, ils ont couru moins vite que moi. Pourquoi restiez-vous sous la pluie? Nous avons voulu sortir malgré les défenses de la châtelaine. Elle est féroce. Elle a fait disparaître le château pour nous empêcher de rentrer. Ce n'est pas la première fois. Mais lorsqu'on se cogne contre un des murs et qu'on a mal, le château s'illumine malgré elle. Alors on peut en profiter pour rentrer. Ils vont rester dehors jusqu'à ce qu'ils se cognent? Ils vont mourir? Oui, tous un peu. La châtelaine est tellement sévère. Sa main est pourtant belle, longue, douce. Froide. Je l'ai trouvée tiède. Elle est fraîche. Tu te trompes, Louvier. Tiède. Je la connais puisque c'est ma mère. Je l'avais oublié.
Tu ne me traites plus de menteur? Tu me le permets maintenant? Fou, je m'en moque. D'ailleurs, c'est inutile, je te crois, Louvier, je te crois. C'était la main de ta mère. Ou de la tienne. Ce n'est pas possible. Celle de ma mère était rouge et crevassée. Allez, viens. Le couloir est mieux éclairé maintenant. C'est parce que je suis avec toi. Je vois une porte tout au fond. Un ray de lumière passe dessous. La lumière coule comme du bouillon. J'ai envie d'entrer. Je commence à avoir faim. Viens. Un air doux enlaçait la courbe du couloir. Louvier entraîna la fille du sabotier vers la porte où filtrait la lumière. Il l'ouvrit. Un flot de soie jaune déferla. Une robe immense que nous confondions avec un ray de lumière. Elle s'étend jusque là-bas, dans le coin de la pièce. Une robe, ce flot de soie? Aucune femme ne pourrait jamais la supporter. Tu penses à la châtelaine? Oui, et toi? Moi, je regarde la robe. 2 candélabres de cuivre vissés au mur éclairaient la pièce. Sous les flammes ondoyantes des bougies, la robe de soie jaune était parcourue de frissons de vent. En la suivant, Frédéric découvrit un lit rustique. Regarde, Louvier, cet immense édredon vert sur ce petit lit. On dit que c'est le bateau d'un marin qui a été transformé en lit après avoir navigué sur toutes les mers. Et le vieux marin, qu'est-il devenu? On ne sait pas. Peut-être a-t-il trouvé refuge sur une île déserte. Certainement un vieux malin comme lui. Qu'en sais-tu? Tu m'as dit qu'il avait longtemps navigué. Ah oui, je l'ai dit en effet. Il s'était assis sur le rebord du lit sans rien dire. Louvier avait sorti de sa poche 2 morceaux de pain sec, tout ce qu'il avait sur lui, et en avait tendu un à la fille du sabotier. Frédéric s'était mis à grignoter le dur quignon, tout en regardant le plafond blanc. Louvier et lui, après les grands efforts pour couper le pain sec avec ses dents, mâchonnaient gravement en balançant ses jambes. C'est alors que le lit avait craqué, et la robe avait remué. Ses plis jaunes s'étaient lentement animés pour s'étendre comme une immense plage de sable ensoleillée à marée basse. Les yeux des visiteurs s'étaient involontairement fixés sur cet éblouissement sans en deviner la cause. Ils le trouvaient naturel, mais n'osaient ni parler, ni bouger, ni même cligner des yeux de peur que la plage en robe de soie jaune ne disparaisse. Et alors, une île déserte était apparue. Et sur cette île se trouvait un vieux marin, avec une moustache en forme d'encre, le pantalon relevé sur les mollets, une rose tatouée sur le bras. Il jouait de l'accordéon. Vraiment, on n'a rien oublié sur cette île déserte. Il y a une source, un ruisseau avec écrevisses, un bois avec des lapins. Et pour me baigner, j'ai une mer toujours tiède. Et puis, j'ai pu sauver mon accordéon du naufrage. Pauvre bateau. Où a-t-il bien pu aller? C'est lui. Je te parie que c'est lui, le vieux marin. Chut, laisse-le parler. Bah, un bateau, ça se débrouille tout seul pour trouver son chemin. C'est comme un chien. Peut-être bien qu'il avait envie de se coucher après avoir si longtemps navigué. Peut-être qu'il mène la vie de château. Tu as entendu? La vie de château. C'est le lit. Crois-tu? Chut. Il avait 2 voiles au mât d'artimon. L'une avait des pièces comme mon pantalon. L'une avait des pièces
comme mon pantalon. J'pêchais la sardine, le poisson d'argent, dans maille plus fine que cheveux au vent, dans maille plus fine que cheveux au vent. Quand soufflait la brise, les nuits de printemps, j'appuyais mes coudes comme sur un balcon. J'appuyais mes coudes comme sur un balcon. Je voyais l'écume, j'entendais les flots, je rêvais verdure et bruit de sabots. Je rêvais verdure et bruit de sabots. Bois d'un lit qui craque, les ressorts grinçants, j'entendais ma barque en faire tout autant. J'entendais ma barque en faire tout autant. Peu à peu, les enfants ont baissé les paupières, et l'île déserte, et le marin ont disparu. La plage est redevenue une immense robe de soie jaune. Quelle heure est-il? L'heure? Pourquoi faire? Oh, j'ai faim, Louvier. Et toi? Oh, j'allais m'endormir. Oh, ben, réveille-toi. Nous allons chercher quelque chose à manger et nous regarderons l'heure. Il doit bien avoir une pendule dans un recoin. S'il est très tard, nous pourrons revenir dormir ici, dans le lit du vieux marin. Je rêverais que nous sommes entourés par des vagues vertes. On ne revient pas 2 fois dans la même pièce, dans le château aux 1000 couloirs. Pourquoi? On ne la retrouve jamais. C'est dommage. Non, il n'y aurait plus de surprise. Tu ne pourrais pas écarquiller tes yeux, ma douce colombe. Quittant la pièce par une porte différente de celle qui les avait laissés entrer, Frédéric et Louvier se trouvèrent dans un autre couloir, plus large que le premier et beaucoup plus court. Des boiseries brunes à mi-hauteur et, accrochées à des pieds de sanglier et des cornes de cerf, une vingtaine de manteaux et de chapeaux. À qui appartiennent ces vêtements? On ne se sent plus chez soi. Il ne me dérange pas. Mais ces gens, d'où viennent-ils? Que font-ils ici? Où vas-tu? Dans la salle à manger. Quelle longue table. Des chaises. Une odeur de cire. Personne? Personne n'est jamais venu souper dans cette salle. La châtelaine n'aime pas les miettes de pain sur la table. Fais du bruit, Louvier. Tiens, là, avec cette clochette. Je ne sais pas m'en servir. C'est la clochette de la châtelaine pour appeler les domestiques. Donne-la-moi. Hein, tu vois? Personne ne vient. Il faut savoir l'agiter. Prenons quand même 2 assiettes. Il y en a des piles dans ce buffet. Avec des dessins. Tu veux la brune ou la bleue? Qu'importe, donne-moi la brune. Oh, je veux m'asseoir.
Moi, j'ai un village au fond, avec un puits, des gens qui vont chercher de l'eau, une petite auberge et un gros aubergiste qui attend sous une enseigne en forme de grappe de raisin. Et toi, Louvier? Il dort, la joue dans son assiette. Personne pour nous apporter à manger. La clochette a pourtant bien sonné. Et ce Louvier qui dort. Louvier! Louvier! Réveille-toi! Mais Louvier ne se réveillait pas. La fraîche douceur de la porcelaine devait lui plaire car il souriait en dormant. Les yeux de Frédéric reprirent leur promenade solitaire parmi les dessins bleus de son assiette. Un village avec un puits, des gens qui vont chercher de l'eau, un gros aubergiste sous une enseigne en forme de grappe de raisin. Je les ai déjà vus. Et sur celle de Louvier. Louvier! Louvier! Laisse-moi, je me sens bien. Enlève ta joue de cette assiette. Je voudrais bien voir ce qu'il y a dessus. Dessus, il y a Craqueline. Dans l'assiette brune, d'où Louvier avait soulevé la tête, le visage d'une gamine aux joues rouges avait jailli. Elle sauta sur le plancher, et après avoir lancé ses nattes raides comme deux baguettes de fée, une fois vers Louvier, une fois vers Frédéric, elle leur mit les bras autour des épaules. J'ai dormi contre ta joue? Oui, tu l'as rendu rouge. Tu étais lourd, tu sais. C'était ton visage au fond de l'assiette? Tu ne reconnais pas mes boucles d'oreilles? 2 cerises. Il est vrai que tu avais 6 sommeils. Tu ne m'as pas regardé longtemps. Des cerises? Tu permets que j'en prenne une? Attends un instant. Vous allez faire un vrai repas. Donne-moi ton assiette, Frédéric. Tu ne vois pas l'ampleur de soupe chaude. Si les personnages des dessins te ressemblent, ils seraient brûlés. Ne t'inquiète pas. Pourquoi frottes-tu l'assiette si fort? Tu vas tout effacer. Arrête, Craqueline, arrête! Ça y est. Regarde, Frédéric, regarde! La lumière est devenue bleue. Tout est devenu bleu. La grande salle à manger venait de se teinter de ce bleu porcelaine qu'on retrouve aussi au creux des iris. Et dans cette lumière très douce, les personnages de l'assiette apparaissaient avec leur ombre. On voyait un village avec un puits, des gens qui vont chercher de l'eau, un gros aubergiste sous une enseigne en forme de grappe de raisin. Viens, Louvier. Allons sur la place. Je ne peux pas me lever. Moi non plus, je suis collée à ma chaise. Emportons-la. Impossible, je n'arrive même pas à la remuer. Moi non plus. Frédéric, tu n'aurais pas dû sonner. Mais si, votre immobilité est nécessaire. Au pays de la porcelaine, on casserait tout si l'on pouvait bouger. N'est-ce pas? Mais toi, Craqueline, tu marches? Oui. Je suis d'ailleurs un sujet de crainte pour les autres. Alors que va-t-on faire là, devant cette table vide? Vous allez déjeuner en regardant le village de porcelaine bleue par la fenêtre. Et qui va nous apporter à manger? Moi? Nous allons rester seuls? Et s'il y a des chiens qui entrent? Les chiens les plus méchants ne mordent que si l'on court. Comme tu ne peux pas quitter ta chaise, tu n'as rien à craindre. Et Craqueline partit en riant vers le village de porcelaine bleue. Ses 2 nattes sautaient sur son dos comme les rennes sur une carriole. Elle entra à l'auberge de la Belle Treille et, sous le regard immobile de l'aubergiste, ressortit bientôt avec un plat fumant comme une meule dans les brumes de l'aube. C'est un civet de chevreuil, une spécialité de l'aubergiste. Mais comment peut-il faire de la si bonne cuisine, puisqu'il ne peut pas bouger? Il l'a préparée autrefois. Je l'ai réchauffée. Mangez, je vais vous apporter de quoi boire. C'est bon. Et les gens du village, ils ne mangent donc jamais? Ils ne se fatiguent pas puisqu'ils sont immobiles. Voici une bouteille de vin et une carafe d'eau qui était au frais dans le puits. Dis-nous, Craqueline, les bons hommes que nous voyons, de quoi vivent-ils? De souvenirs d'anciens repas. Mais pas beaucoup. C'est suffisant? L'aubergiste là-bas, son tablier remue. Mais non. Oui, il tourne la tête vers nous. Absolument pas. Et pourquoi ne pourrait-il pas nous parler comme toi? Parce que... Oh mon Dieu, avez-vous terminé votre repas? Pas tout à fait. Hâtez-vous. Que craignons-nous? Vous rien, même moi. Il va être l'heure. L'heure de quoi? L'heure de la vaisselle.
Attention, voici la horde! Brusquement, le village fut envahi par une troupe de cavaliers hirsutes. Leurs chevaux étaient couverts d'écume blanche. Dans un cliquetis d'éperons et de couteaux, ils se ruèrent sur les maisons et les habitants immobiles. Ils étaient très adroits. Sans descendre de cheval au grand galop, ils saisissaient tout ce qui se trouvait sur leur passage et l'emportaient. En un instant, il ne resta plus rien du village en porcelaine bleue. Murs, toits, arbres, gros aubergistes et grappes de raisin, tout disparut dans un tourbillon de poussière bleue qui s'épaissit derrière eux. À peine Louviers et Frédéric purent-ils distinguer un dernier cavalier poursuivant Craqueline, la happer en pleine course et la lancer sur le cou de son cheval. Puis la poussière bleue devint grise et tomba. Sur la longue table, aucune trace du repas. Le calme était revenu. On n'entendait plus que le bruit de la pluie tombant dehors, autour du château. Louviers et Frédéric se levèrent sans difficulté. Je ne te croyais pas si petit, Louviers. J'ai froid. Je me recroqueville. Tu parais bossu. Je le suis, et j'ai un œil de sol. C'est pas vrai. Touche ma bosse. Non. Regarde cet œil. Je le laisse toujours dans l'ombre pour qu'on ne le remarque pas. Il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Mais tu clignes ta paupière. La châtelaine me trouve laid. Et tu veux la retrouver? Sans hâte, tu peux le constater. Maintenant que je suis à l'abri. Mon pauvre Louviers. Quittons cette salle. Il y a tant de chaises vides qu'on s'attend à la voir arriver, cette châtelaine invisible, avec ses domestiques à grelots. Je vois une porte dans le fond de la salle. C'est pas une porte, c'est une cheminée. Ah oui? Le vent s'engouffre en ronflant. Tu ne crains pas le vent? Non? Des flammes. On vient d'allumer du feu. Qui? Je ne sais pas. Approchons-nous. On nous laissera bien nous réchauffer un instant. Ce carrelage est glacé. Frédéric et Louviers s'avancèrent vers les flammes et aperçurent une dizaine de personnes assises sur des bancs sous la hotte de la cheminée. On ne voyait que leur dos. Ce sont les gens qui ont accroché leur manteau dans le couloir. Celui-ci a dû y laisser ses souliers. Il est pieds nus. Mais il a gardé sa toque en peau de lapin. C'est un berger, vois-tu sa cape? Chut. Approchons-nous davantage. Ils ne nous ont pas encore remarqués. Les hôtes de la cheminée étaient pour la plupart de ces gens aux gestes calmes qui connaissent le poids d'un seau d'eau et le prix du pain. Les deux visiteurs purent s'asseoir au bout du banc, sans autre réaction que celle de se pousser pour leur faire de la place. On se penchait alors vers une fille qui grignotait des noix. Moi, je suis celle qui a vu le loup. Ah! Je cueillais des framboises sur des buissons plus hauts que moi, et j'ai vu passer dans la clairière un morceau de brume avec des oreilles pointues. C'était le loup. As-tu eu peur? Moi? Pas du tout. Je savais que je le verrais un jour. La pluie tombe plus fort. Elle frappe au carreau. Je regarde la fenêtre, comme s'ils écoutaient. Ils sont contents d'être là. L'histoire au carreau frappe avec ses mots. Histoire de pluie, histoire de loup. Les petits doigts maigres des enfants s'en sourd. L'histoire au carreau frappe avec ses mots. Et vous, qui êtes-vous? Je suis l'enfant qui a perdu son chemin. Je suis son petit frère. L'histoire au vitrage colle ses images. Corbeaux qui s'envolent, sentiers de grillons, silhouettes de chaume glanant l'horizon. L'histoire au vitrage colle ses images. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis celui qui ne perd jamais son chemin. Et toi? Moi, je dis non. Et toi? Moi, je ramasse de la mousse. Moi, j'attrape les grillons. Moi, je ronge, je ris, je crie. Moi, je mange du poulet. Moi, je suis vagabond. Et toi? Et toi? C'est mon chien.
Et ce berger que nous avions remarqué en entrant, les pieds nus? Qui est-tu, le berger? Ne réponds pas. L'histoire est finie, panier sous la pluie et odeur des bois. On voit sur la paille la pierre améthyste qui nomme les rois. Pour la ramasser, berger se tua. Puis le berger bâilla, parut chercher ses moutons par-dessus les flammes et s'endormit. Louviers s'étira. Tiens, tu n'es plus bossu, toi. Non, il fait chaud maintenant. Vous voulez me tromper tous. Moi, une paysanne, une idiote. Tu verras, Louvier. Lève ton coude. Moi aussi, j'ai sommeil. Frédéric et Louvier brimbalaient l'un sur l'autre à l'extrémité du banc. En les voyant, le vagabond eut un sourire. Il toucha l'épaule du berger qui ouvrit les yeux. Il se réveillait facilement. Et tous deux portèrent les ensommeillés dans une autre pièce. Celle-ci était aussi abondamment pourvue de pompons et de fanfreluches que la salle à manger était vide et froide. 2 lits en cuivre attendaient de tous leurs draps et leurs couvertures chaudes. De grands rideaux blancs fermaient la porte sur la nuit. Enlève-leur les souliers, remonte les couvertures, berger, et retournons près des flammes. Et ce fut le silence. On n'entendit plus que le bruit d'une horloge qui battait les 100 pas dans le couloir comme pour monter la garde. L'obscurité avait envahi le château, mais sous les paupières baissées de Frédéric et de Louvier, les paysages des histoires abandonnés des hommes erraient en quête de rêve. Col dans la montagne, route enneigée, ombre de roue et odeur de pelage. Sur les versants coulés de lait, hier ou avant, le passé balayé par le vent. J'attends, je suis là. Et ma neige illumine à travers l'air léger un lointain lapin. Oh, quelle lumière! De la neige? À l'air vif gambade autour de moi. Hé, compagnon, tu me mords le nez? Sur la blancheur hérissée du bord de route, broute un soleil bleu de blé, le regard du sabotier. Paisiblement d'ailleurs, sans aucune inquiétude, quoi qu'il soit du côté des abîmes, du côté des profondeurs qui n'ont rien au-dessus d'elles, même pas un nuage en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il fait là-haut, mon père? Ne me regarde pas comme ça. Regard bleu au coin plissé. Ma chambre, où je me cache pour rire ou pour pleurer, quand personne ne me comprend plus. Idiote, c'est le bleu du ciel. C'est le bleu des yeux de mon père. Bleu de bol, brillant, mouillé, qui me donne tout le meilleur de la neige à manger. Tu n'as pas eu d'ennui aujourd'hui avec tes sabots? Idiote, c'est le bleu du ciel. Comment pourrait-il avoir des tracas? Ici, à cette altitude, sur ce col de montagne enneigé pour l'hiver. Tout est blanc ou bleu. Les soucis sont noirs. On les verrait. Regarde. Rien que quelques pierres grises. Oh, quel bon air!
Je ne peux pas. Je ne peux pas. Monte, mon garçon. Je suis le paysage à pic. Une paroi verticale, un mur avec de rares aspérités. Je ne peux rien faire pour toi. Je suis le paysage à pic. Monte. Je ne peux pas. Mes genoux sont trop lourds. Des boules de granit. Mes os du bois sec qui va se briser. En effet, quel mollet maigre. Et pas de muscles dans les bras. Tu vas tomber, mon pauvre Louvier, tu vas tomber. Là-haut, il y a une plateforme où peuvent à peine se tenir 2 pattes de chamois. Là-haut tourbillonnent les poussières de toutes les vallées. Que voulez-vous que je fasse de ces poussières? Je n'ai pas envie de tourbillonner. Tu deviendras comme ces grains dans le vent si tu tombes. Alors monte. Fais des efforts. Lève les genoux et grippe-toi. Le bout de mes doigts est à vif. Un homme est fait pour grimper. Là-haut, des milliers de poussières tourbillonnent. Mais toi, tu es encore un homme. Les poussières de toutes les vallées du monde autour de moi. Tu vas tomber, Louvier, tu vas tomber. Plouf! Ah! Louvier! Pourquoi cries-tu? C'est toi qui as crié. Ah, j'ai rêvé que j'escaladais la paroi d'une montagne. Et je suis tombé. Mais avant de rencontrer le sol, j'ai dû éclater en poussière. Et maintenant, je tourbillonne. Au-dessus, autour des sommets. Tu m'as fait peur. Une telle chute. Moi, je rêvais que j'étais un peu partout à la fois. Paysage de neige, autrefois. Je suis la bise qui file au ras. Je suis un talus sous les sapins, près de la route, où passent les chariots. De la neige partout, épaisse, sauf sur ce buisson vert. Regard bleu de mon père. Idiote, il est vert. Paupières vertes des buissons en hiver, avant le regard des fleurs bleues de l'été, épanoui par la pluie. De la poussière, oui. Alors, quelle pluie! Louvier et Frédéric se sont tus. Ils dorment, tout habillés. Puis les meubles de la pièce apparaissent dans leur forme du jour. Les rideaux de la fenêtre s'éclairent, et sur leur écran blanc se brodent les premiers chants d'oiseaux. Frédéric, Frédéric, les oiseaux, les oiseaux. Quoi, les oiseaux? Je les entends aussi bien que toi. Ouvre les yeux et tu les verras. Où? Et sur les rideaux. C'est merveilleux. Les rideaux pendaient, très lumineux, et sur cet écran, les chants des oiseaux se brodaient, couleur de plumes pourpres, bleu de gorge, noir de huppe, vert du bout des ailes ou or vibrant dessous le bec. Et c'était un véritable tableau qui se formait devant les jeunes gens stupéfaits. Ils voyaient des martins pêcheurs filant au ras de l'eau des rivières encaissées. Ils voyaient les pinsons tout au sommet des frênes, les merles dans les buissons, et des verdiers, des mésanges, des rossignols, des pies, des moineaux, des roitelets. Et c'était comme si les rideaux chantaient. Les rideaux chantent, Louvier, c'est l'aube. Oh, le soleil est à peine levé. Je voudrais voler avec eux. Pour toujours. Un mot qu'il ne fallait pas prononcer. Quel mot? Toujours. Tu vois, les oiseaux s'en vont les uns après les autres. Ils vont chercher leur nourriture dans les champs, comme chaque matin. Non, tu leur as rappelé que l'heure des oiseaux était passée. En disant toujours? Ils nous ont même pas remarqué. Si je pouvais les accompagner. Bon, bah alors, lève-toi. Oh, il est trop tôt. On n'entend pas un bruit dans les couloirs. Personne n'est encore debout. Alors, attendons que tu aies des ailes. Sens-tu les plumes pousser? Un duvet. Mais ce n'est pas suffisant pour sortir du lit. Oh, quelle patience.
Que dis-tu? Oh, un mot qui a débordé une goutte. Allez, debout. Oh, je ne suis pas pressée d'aller arpenter les couloirs. Que veux-tu me montrer d'ailleurs? La chambre aux vieilles malles, le corridor des rats, le tableau qui pleure, l'horloge folle, et des couloirs et des couloirs et des couloirs. Je ne tiens pas à me trouver nez à nez avec la châtelaine à un tournant. Tu es timide? Oh, ces rideaux m'agacent. Alors levons-nous. Je suis bien au chaud. Café au lait? Où? Respire. L'odeur vient du couloir. Attends encore un peu. Mais quoi, café au lait? Dilate tes narines et aspire cette brume tiède. C'est agréable, mais... Les bols sont de l'autre côté de la porte. Au bout du couloir d'allée, dans la pièce où n'aboie plus depuis longtemps, la table en bois blanc ou crevasse profonde qui ne veut pas être soignée. Oh, menteur, menteur, tu n'en sais rien. Tu ne dis jamais rien de vrai. Si, il pleut. Et c'est à cause de cette pluie que nous avons quitté le château. Cette pluie qui se promenait dans les ronces parmi les pierres sans souci de se mouiller, nous narguait. Elle nous disait, dans les couloirs les gosses, moi seul la pluie, je fais ce que je veux. De la provocation, quoi. Nous avons essayé d'ouvrir le portail. Moi, je n'ai eu qu'à tourner le bouton. La porte était fermée à clé. Nous avons cassé un carreau. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres? C'est bizarre. Personne ne suppose que nous puissions mal agir. On poursuit quelqu'un dans le couloir, Louvier. Un drame se prépare. On crie. Si, tu le mangeras, tu le croqueras, malgré moi. Que se passe-t-il? On veut empoisonner cette petite fille? Non, Grippette ne veut pas prendre son médicament. Et 2 cachets d'aspirine courent derrière elle dans le couloir. La pauvre petite. Et il faut pourtant qu'elle guérisse. Elle a eu une fièvre terrible. Elle avait le front rouge et dégoulinant de transpiration. C'est pour cette raison qu'elle n'a d'ailleurs pas pu partir avec nous. Enfin, elle a dû prendre ses cachets. Mais j'ai bien peur que les 2 frères aspirine ne tombent malades à sa place. En effet, la petite fille appelée Grippette avait regagné sa chambre où elle s'était aussitôt endormie. Les joues roses, le souffle calme, les mains fraîches. Mais les frères aspirine... Dans quel état se trouvaient-ils? Cabossés, suants, soufflants, grignotés. Ils entrèrent dans la chambre où se trouvaient encore Frédéric et Louvier. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Il y a un lit. Je vais me coucher. J'en vois un autre. Je vais en faire autant. Allons-nous-en. Oui, laissons-les dormir. Après une bonne journée et une bonne nuit de sommeil, ils se sentiront beaucoup mieux. Et voici Louvier, la fille du sabotier, repartie dans les couloirs du château mystérieux. Devant la porte se trouvent les traces de la lutte que les frères Aspirine avaient dû engager avec la petite fille pour la guérir. Une petite flaque d'eau, un verre cassé, 8 cachets écrasés. Mais on n'a pas de victoire sans lutte. Dis donc, Louvier, il y a longtemps que nous marchons. Il n'en finit pas, ce couloir. C'est le couloir interminable. Il n'a pas de fin? Puisqu'il est interminable. Nous allons marcher toujours? Peut-être. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je voulais connaître ce couloir depuis longtemps. Tu aurais pu y aller sans moi. J'ai peur tout seul. Tu te moques encore de moi. Le couloir s'arrête là-bas. Il devient sombre comme un fond de bouteille. Je vais avancer tout seul. S'il y avait une oubliette... Je t'accompagne. Tu pourrais tomber. Non, reste là près de la fenêtre. Reviens vite! Louvier! Louvier! Où es-tu? Tu ne m'entends pas? Qu'y a-t-il là-bas? Es-tu tombé dans un trou? Je ne peux plus faire un pas, Louvier. J'ai trop peur.
Louviers! Louviers! Je n'en peux plus. Il faut que je m'en aille. Par ici. Par ici. C'est la châtelaine. Quels beaux cheveux blonds. Elle vient d'entrer dans le couloir. Tu étais là, toi? Je t'ai appelé plusieurs fois. Dans le coin sombre, assis sur un tabouret, je m'étais caché. Pour que je m'inquiète? Non, pour apprendre comment on fait peur. Je commençais à savoir lorsque la porte basse s'est ouverte. Venez. Par ici. Elle va nous sauver. Je l'espère. Crois-tu que la châtelaine serait capable de nous abandonner dans le couloir interminable? Je n'en sais rien puisque je la connais pas. Courons quand même. Elle nous attend devant la porte. Il n'y a plus personne. Si, un rayon de soleil. Ce sont pourtant des cheveux que nous avons vus. Que veux-tu que je te dise? Il n'y a plus qu'un rayon de soleil où danse la poussière. Les deux visiteurs regardent le rayon venu de la petite porte basse. C'est une barrière de lumière qui a brusquement interrompu l'interminable couloir. Une barrière facile à franchir si l'on y songeait. Mais ni Louviers ni sa compagne ne pensent à traverser le rayon lumineux. Ils l'admirent. Et l'admiration est un but. Une grande porte si dorée qu'on n'a jamais envie de l'ouvrir. Ils se sont arrêtés. Leurs yeux n'ont plus de bord pour contenir l'émerveillement des poussières qui dansent dans un rayon de soleil. Poussant la porte qui s'entrouvre, voici le genou du soleil, voici le danseur du ciel, avec ses amis. J'ai vu danser ses amis sur la laine des silences. Ils étaient petits, petits, ce n'était que des poussières qu'on traîne avec des sabots. Tout un monde en un morceau qui dansait dans le silence. Une danse comme en pense le vol plané d'un oiseau. Par la porte qui s'entrouvre, passent les cheveux du ciel, dans un rire de lumière, voici le danseur soleil, avec ses amis, petits, 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 petits. Par ici. Venez. Quelqu'un nous a ouvert la porte du couloir. Elle nous appelle encore, mais de l'intérieur. Entrons par la porte basse. Aïe! Je t'avais prévenu. Ah, je ne t'écoutais pas. Je me demandais si nous n'allions pas être obligés de marcher des heures, peut-être des années. Il n'y a personne non plus dans cette pièce. C'est plutôt un autre corridor avec une autre porte basse. Attention à ta tête. Ah! Oh, ma tête! Et c'est une pièce qui sent le bois ancien, aux rides éternelles, ce bois dont on ne peut plus faire que des flammes ou des violons. D'abord, ils n'ont vu que le rayon de soleil plongeant d'une fenêtre ouverte, puis le soleil a disparu, sans doute caché par un nuage. La fenêtre s'est refermée après un coup de vent. Et alors, sont apparus sur des buffets des pots de verre où, comme le bleu dans l'eau des lacs de montagne, se tasse le vert des feuilles, le jaune des moissons, le pourpre des digitales d'automne, ou le rouge vif des joues et des mollets avivés par la neige. Vous devez avoir faim d'avoir tant marché dans le couloir interminable. Vous pouvez vous servir? La châtelaine, sur cette chaise. Non, c'est Christine. Comment se fait-il que tu ne sois pas partie avec nous? Tu me parais pourtant pas malade, toi. J'étais en train de goûter cette confiture de cassis, dont il ne reste que ce petit pot tout en haut. Je n'ai pas eu le temps de redescendre. Et puis je n'avais pas très envie de partir. Elle est si bonne que ça, cette confiture sombre? Belle et délicieuse. Le goût a de l'odeur, et l'odeur est celle des taillis les plus éloignés de la forêt, qui sont les églises des sangliers. Je préférerais ce pot rouge vif. Il est plus gai. Naturellement. C'est l'église des rouges-gorges. On pourra y toucher quand même. Et pourquoi parles-tu si bas? À cause des églises? Je vais crever le papier. Oh non, 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 non,
non. La confiture ne te mangera pas, Frédéric. Ce sera plutôt le contraire. Un coup de fusil. Comme tu es rouge, Louvier. Toi aussi, Frédéric? Pourtant, je ne sens rien. Moi non plus. Nous sommes de nouveau seuls. Louvier et Frédéric s'observèrent un instant. Leurs visages, leurs mains, même leurs costumes, étaient teintés de reflets d'un rouge tremblotant. Ils tournèrent la tête. Les murs étaient rouges eux aussi. Et des parois à pic sourdaient quelques gouttes couleur de groseille. Une oubliette. Rouge. Il faut s'évader. Mais comment? Les parois sont épaisses. Rouge. Gelé. C'est bien de la confiture, hein? Il nous faudrait... Une petite cuillère. Oh, une autre fille. Par la fenêtre du jour gris venait de sauter une forme argentée. C'était une fille en robe couleur de lune dans l'eau. Cette robe teintait à chaque pas. Je suis la petite cuillère à confiture. Je vais vous aider à sortir d'ici. Vous dites bien que vous êtes la petite cuillère. Mais moi, je trouve que vous ressemblez plutôt à une fille. Je vous dis que je suis une petite cuillère. Ne vous mettez pas en colère. Votre robe est en argent et ainsi que le dit Louvier, vous ressemblez pourtant à une fille. Je suis une petite cuillère. Bon, vous êtes une petite cuillère. Et pour nous le prouver, vous allez nous sortir d'ici. Vous pouvez sans doute faire des trous dans la confiture, comme une pelle dans la terre. Je ne suis pas une pelle. Je suis une petite cuillère. La contrarie pas, Louvier. Elle est devenue très pâle. Je n'ai absolument pas besoin qu'on ait pitié de moi. Oh, quelle mauvaise humeur perpétuelle. J'ai bien envie de vous laisser vous débrouiller tout seul avec vos réflexions. Non, chère petite cuillère, je vous en supplie. Restez et délivrez-nous. Moi, je me demande comment elle fera. Tiens. Tu le verras. Elle enlève sa robe d'argent. Elle va être toute nue. Non, mais une vraie petite cuillère. Qui se met à l'ouvrage. La petite cuillère s'enfonça dans la confiture et découpa une motte rouge, puis une autre. Bientôt il y eut des sortes de falaises dans cette gelée qui rougeoyait d'anciennes flammes. Les deux visiteurs s'engagèrent dans le nouveau couloir. De temps en temps, ils mangeaient une des mottes découpées. Puis, ils reparurent à l'air gris de la mystérieuse demeure. Où êtes-vous, petite cuillère? Je vais remettre ma robe. On ne vous voit plus. Je ne vois plus qu'une petite cuillère. Je suis une petite cuillère. Je suis une petite cuillère. En effet, il n'y avait plus devant les deux voyageurs qu'une petite cuillère oubliée sur le sol. 3 marches menaient plus loin à un couloir blanc, éclairé par 4 fenêtres. Les enfants écartèrent des rideaux à fleurs bleues et virent la pluie qui tombait toujours. Il pleut encore. Et pourtant, il y a quelques instants, nous avons bien vu un rayon de soleil. Ce n'était peut-être pas du vrai soleil. Bien sûr, puisqu'il s'agissait d'une chevelure. Qui aurait pu appartenir à la châtelaine. Ah, non, c'est autre chose. Pourtant, tu avais bien cru. Les visiteurs avançaient dans le nouveau couloir. Celui-ci était percé à intervalles irréguliers de petites ouvertures à croisées où on avait drapé de charmants rideaux. Louvier ne les regardait pas, il pensait à ce qu'avait dit Frédéric. Il était de son avis. Même ces plis de rideaux aux fenêtres semblaient avoir été formés du bout des doigts légers de l'invisible châtelaine. Quoiqu'il n'y eût personne, Frédéric trouva, pour en parler, la phrase qu'il cherchait. Nous sommes sûrement dans le couloir où elle regarde tomber la pluie. Oh, moi je ne vois qu'une mouche. Une vieille mouche charbonneuse qui va crever. Elle s'est posée sur moi. Elle va mourir sur ma robe. Chasse-la, Louvier. On ne t'accusera quand même pas de l'avoir assassinée. Eh, ne viens pas sur moi maintenant. Elle ressemble à une verrue avec des poils. Oh, horrible.
et des yeux de charbon et de tessons de bouteille dans une cave. Écrase-la. Elle n'a plus de force pour se traîner. Ne te laisse pas apitoyer. Tous ses poils sont empoisonnés. Mais non, ce n'est qu'une vieille mouche qui n'a plus que quelques heures à vivre. Oh, cela suffit pour nous jeter un mauvais sort. Regarde-la faire des signes avec ses pattes. Elle essaye de marcher. Elle boite. Par ici. Par ici. Et l'autre qui recommence à nous appeler. Pourquoi aller par là? Préfères-tu prendre un autre couloir? Par ici. La porte blanche. La porte blanche, Frédéric? Oui, j'ai entendu. Qu'y a-t-il derrière cette porte? On le verra. Ta confiance est revenue. Rien qu'en voyant les cheveux blonds de cette fille, pleine de taches de rousseur, qui se prend de temps en temps pour la châtelaine. Par ici. Par ici. La fille aux taches de soleil leur faisait signe de frapper à la porte blanche. Frédéric et Louviers s'approchèrent, et de nouveau, il n'y eut plus devant eux qu'un rayon de soleil venu on ne sait d'où, qui illumina la poignée. Elle est repartie. Il faut frapper à cette porte. Attends. Attendre quoi? Attends. Qui est là? Frédéric. Louviers. Moi, je suis fabricant de fantômes. On entre quand même? Entre si tu veux, moi je m'en vais. Je ne veux pas voir de fantômes. Moi aussi, j'en ai jamais vu. Alors, entrez-vous ou n'entrez-vous pas? Non! Si, nous entrons. Attendez, je vais tirer les chaînes. As-tu entendu les chaînes? Eh ben quoi? Il y a des portes qu'on ferme avec des chaînes. Une pièce apparut dans un désordre de solives et de poutres, mais tiède et sèche comme l'intérieur d'une noix. Sur une table, une lampe chapeautée d'abat-jour éclairait un fouillis de chiffon. Tenant une chaîne d'une main, un morceau d'étoffe de l'autre, une vieille femme les accueillit. Entrez. J'avais mis une chaîne parce que cette porte ferme mal. Vous paraissez étonné de trouver ici une de ces paysannes qu'on voit près des fenêtres, tricotant, faisant de la dentelle. Mais moi, j'ai une autre mission. Oui, madame, vous nous avez dit que vous fabriquiez des fantômes. Oui. Je n'en vois pas. Ça ne fait rien, je ne tiens pas à en voir. Moi si, madame, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a sous les draps de lit. Il y a cela. La vieille montra du doigt, dans le fond de la pièce, le trou noir d'une serrure béante par où soufflait le vent. Près de la paysanne, il y avait un escabeau encombré de tissus et de matériel de couture. Le fabricant de fantômes emmena Frédéric et Louviers près de la porte. Il fallut traîner un peu Frédéric. Mais peut-on décemment avoir peur d'un trou de serrure où le vent siffle? Les fantômes du vent. Alors, ils n'existent pas? Le vent existe, les fantômes, on les fabrique. Si vous les fabriquez, vous pouvez les faire comme cela vous plaît? Exactement, ma petite fille. Vous n'êtes pas obligé de les rendre laids à faire peur? Vous allez voir. Et la couturière de fantômes sortit d'une corbeille une sorte de chiffon au pli rose, puis un tulle vert, puis du velours aux côtes violettes et noires avec des points dorés. Elle les approcha de la serrure où soufflait le vent d'hiver, et des robes et des pantalons se gonflèrent et se mirent à faire un extraordinaire ballet dans la pièce. Nous sommes les fantômes. Rose, bleu, jaune bouton d'or, vert angélique. Nous sommes les fantômes. moi, fantôme mimosa. Moi, le fantôme papillon. Moi, le fantôme tourbillon. Tourbillon, moi le fantôme tourbillon. Moi le fantôme tourbillon. Moi le fantôme tourbillon. Moi le fantôme tourbillon. Mimosa. Moi le fantôme tourbillon. Fantôme tourbillon.
Et voilà comment, avec un peu de vent passant par un trou de serrure et quelques morceaux de tissu, on peut faire de charmants fantômes qu'il est très agréable de rencontrer dans les couloirs. Et vous en faites depuis longtemps? Oh oui, j'étais jeune fille avec des tresses. Et avant vous? Avant moi, dans cette même pièce, il y avait... Eh bien, ma petite fille, tu ne m'écoutes pas? Si, madame. Mais en même temps, je berce ce petit fantôme. Il est mignon avec ses bonnes joues rouges. Ah, tu n'as plus peur? Plus du tout. Vous disiez donc, madame, qu'avant vous, dans cette pièce... Il y avait quelqu'un qui utilisait le vent de la serrure pour faire d'affreux fantômes, qui terrorisaient les enfants et même les grandes personnes. Ce n'était pourtant que du vent, comme ceci. Bien sûr, mais les gens sont stupides. Je disais donc qu'il y avait autrefois ici un très méchant personnage. Les mains velues, les yeux du charbon anglais. Comme une grosse mouche. Oui. On ne savait pas comment il était entré, peut-être. Le jour où la grêle a cassé les vitres, on ne savait pas non plus où il se cachait. Il savait si bien s'immobiliser dans les recoins sombres qu'on passait devant lui sans le voir. Puis, il poussait un cri pour faire peur. Et quand on accourait, il était reparti, vous pensez. Pourquoi agissait-il ainsi? Pour que nous quittions le château et qu'il puisse s'installer à notre place. Et il n'a pas réussi. Non. Et pourtant, voyant que ses cris ne terrorisaient plus personne, il s'était mis à fabriquer des fantômes noirs. Toujours avec le vent? Oui. Mais la châtelaine a découvert son officine et à toutes les deux, nous avons réussi à l'entraîner dans la cave aux araignées. Tant mieux. Tant mieux, naturellement, mais la pauvre châtelaine a dû s'enfermer avec lui pour le surveiller. Et vous en profitez pour vous enfuir. On ne savait pas, madame. On croyait que la châtelaine était partie en voyage. On croyait. Qui est-ce? Je ne sais pas. La porte est fermée? Toujours, j'aime la sécurité. Si c'était le fabricant de fantômes noirs. Elle est dans la cave. S'il s'était échappé, peut-être a-t-il réussi à entortiller la châtelaine dans les toiles d'araignée. Et puis, il aurait forcé les ferrures rouillées de cette cave humide. Ou bien il s'est transformé en mouche. J'en ai vu une grosse sur une vitre. Ne dis pas de bêtises. Après tout, c'est un homme si étrange. Ouvrez! N'ouvrez pas, mes enfants, c'est lui! Vous ne voulez pas ouvrir? Non! Non! Eh bien, restez où vous êtes, et pour longtemps. Il a laissé tomber la barre qui ferme la porte de l'extérieur. Il nous a enfermés. La châtelaine dans la cave, les enfants au grenier. À le château! Qu'allons-nous faire? Je n'en sais rien encore. Il nous a enfermés. Il va fabriquer des fantômes noirs. Ils ne sont pas plus à craindre que les fantômes roses. Du moins, je le suppose. En tout cas, il va s'en servir pour faire peur à toute la campagne. Le château aux 1000 couloirs deviendra un château hanté, comme le diront les gens peureux. Et plus personne ne viendra dans ces parages. Et si nous cassions la porte d'un bon coup d'épaule? C'est impossible. Les portes du château sont en chêne très épais. Il faudrait une hache, mais je n'en ai pas. Et la châtelaine est enfermée, elle aussi? Dans la cave aux araignées, certainement. Oh, qu'allons-nous faire? Mouche au fabricant de fantômes, ne croyez pas qu'il va avoir le dernier mot. Un grillon, où est-il? Il est par là, dans le placard. Je l'entends en haut, sur une poutre du plafond. Il a changé de place. Il est tout près sous la table. Tu le vois? Oh non. Le cri-cri semble toujours venir de plusieurs endroits différents. Vous aurez du mal à trouver le bon. Il faudrait l'attirer, mais avec quoi? C'est trop fier, un grillon. Pourquoi? Fier d'être sec. Oh! Mais j'ai une idée. Venez plus près pour que je vous parle à l'oreille. Le fabricant de fantômes noirs pourrait nous entendre. On pourrait faire entrer le grillon. Oui. Dans le trou de... Ah
oui. Je comprends pas. Le vilain bonhomme n'était plus là. À grande enjambée, il s'était éloigné dans un des couloirs du château, ses fantômes noirs sous le bras. Il se dirigeait vers un de ses endroits préférés autrefois, la cuisine sans feu, aux lézardes humides, qu'il inspirait pour peindre les rides de ses fantômes. Et voici tout le monde enfermé comme des morceaux de lard dans un garde-manger. Dommage que je ne sois pas un ogre, mais un simple fabricant de fantômes. Oh, mais ça va changer, ça va changer. Le château aux 1000 couloirs m'appartient maintenant. C'est moi le châtelain. Plus de pots de confiture, plus d'assiettes à fleurs, plus d'histoires racontées à la veillée. Plus rien que des fantômes noirs qui terroriseront le voisinage. Et je profiterai de la peur des villageois pour leur demander des sous et des victoires. Et plus je serai riche, plus je deviendrai gros. Et plus je serai gros, plus on me verra. Et plus on me verra, plus on me respectera, craindra. Et plus je pourrai demander des sous et des victoires. Me voici arrivé dans la cuisine. Il n'y a toujours pas de feu. Il pleut tellement. Quelle humidité. Mes fantômes noirs vont s'enrhumer. Ah, le feu a du mal à prendre. Avec cette pluie perpétuelle, la mousse pousserait dans la cheminée. Ah, petite flamme, pourvu qu'elle ne s'éteigne pas. J'en ai malheureusement besoin. Pas beaucoup, à peine. Mais par ce temps, ça fait du bien, un bout de peau près de mon œil droit, au-dessus de la câline. Oh là là, comme c'est sensible. Hé, squelette oreille. Le voilà qui emporte mes fantômes, sale bête, mes fantômes noirs. Il les secoue comme pour en faire tomber un os, ce sale chien maigre. Je vais prendre un balai et te casser les reins si tu ne me rapportes pas mes fantômes. Attends un peu, attends. Pendant que le fabricant de fantômes noirs court derrière le chien maigre, la vieille couturière murmure à l'oreille de Frédéric de Louviers des propos dont le sens paraît aussi insaisissable que l'odeur d'un pot-au-feu. Ah oui. Mais je ne comprends pas. Qu'importe. Il faut d'abord attraper ce grillon. Il me semble avoir le domicile dans ma corbeille à ouvrage. Je viens de voir sa tête sortir d'un trou au bas du mur. Non, il n'y a rien. Nous ne le prendrons jamais. Il le faut. Lui seul peut nous sauver. Chut. Voici le fabricant de fantômes noirs. Alors, la bande des fantômes roses, on ne parle pas beaucoup. Seriez-vous ennuyé d'être ainsi enfermé? Cela vous évite pourtant les courants d'air, une porte fermée. Vous devriez me remercier. Eh bien, vous pourriez me dire un petit mot gentil ou même une insulte, ça me ferait rire. Vous n'êtes tout de même pas transformé en grillon. Je n'aime pas ces bêtes-là. Elles chantent quand il fait noir et que les gens devraient avoir peur. Faites taire votre grillon. Faites-le taire ou j'entre et je vous fais tous avaler, dévorer, croquer, emmener, cisailler par mes fantômes noirs. Fabricant de courant d'air. Fabricant de courant d'air. Et vous, fabricants de guignols, marchands de nougat, industriels en crevettes roses, quand les gens du pays rencontreront mes fantômes noirs, plus personne ne viendra rôder par ici, plus personne ne pourra se cogner les genoux contre le mur. Le château restera invisible et vous moisirez prisonnier pour toujours. Au revoir. Au revoir. Tu ne pourras jamais faire peur qu'aux araignées à qui tu ressembles.
Il rit. Je n'aime pas beaucoup qu'on rit. Il semble être sûr de pouvoir être délivré. Comment? N'en sais rien. Je vais gonfler mes fantômes noirs le plus rapidement possible. Le chien maigre les a un peu déchirés. J'ai été obligé d'y mettre les pièces qui me servent pour mes pneus de bicyclette. Mais ils sont prêts. Allons maintenant dans ce couloir où se trouve ma serrure personnelle. C'est le couloir où les bras grincent. Et voici la serrure. Je vais gonfler mon premier fantôme. Voyons s'il est réussi. Pas trop mal. Un peu maigre, trop maigre. Il ressemble à un salsifis. Je vais y mettre la petite mécanique qui les fait parler. Et voilà. Comme tu ne tiens pas beaucoup de place, tu seras le fantôme des coins obscurs. Répète ce que je t'ai dit. Je suis le fantôme des coins obscurs. Très bien. Il y a non loin du château un pan de mur en ruine qui forme un coin. Tu pourras t'y mettre en attendant les passants. Fais attention au vent. Il souffle fort en ce moment. Je suis le fantôme des coins obscurs. Je suis le fantôme des coins obscurs. Bon, un autre maintenant. Oh, je l'ai trop gonflé, il a éclaté. Je suis trop nerveux. Ce sont ces prisonniers avec leurs grillons qui m'ont mis des préoccupations inutiles dans la tête. Fabriquons un autre fantôme. Voilà. Pas trop mal celui-là. Il est un peu violet. Il a dû pleuvoir dessus. Une aubergine, ça ne fait rien. Mettons-lui la petite mécanique qui fait parler. Et voilà. Comme tu es un peu courbé, eh bien, tu seras le fantôme des arbres tordus. Répète. Je suis le fantôme des arbres tordus. C'est pas mal. Mais tu as une drôle de voix pour un fantôme des arbres tordus. J'ai dû me tromper de mécanique. Toujours mes mains qui tremblent et ma tête qui grelotte. Tant pis, je le mettrai à côté du saule qui se trouve près de la rivière, de l'autre côté du château. Je suis le fantôme des arbres tordus. Je suis le fantôme des arbres tordus. Ouais, ne perdons pas de temps. Sale chien, il a tout griffé. Quel haillon. Il est heureux que les fantômes noirs n'aient pas besoin d'être bien habillés comme les fantômes roses ou jaunes. Il ne faut quand même pas qu'ils fassent pitié et qu'on ait envie de leur donner 2 sous à mes fantômes. Voyons cette robe. Elle paraît intacte. Gonflons. Ah, en voilà un qui est réussi. Quel pli majestueux. Il fera de l'effet. Mais, que se passe-t-il? Il devient blanc. Il sent le chlore à plein nez. Squelette à oreille a dû le laisser tomber dans l'eau de Javel. Tant pis, il y a aussi des fantômes blancs. Ce sont même les plus courants. Mais les gens commencent à s'y habituer. Ils n'en ont plus très peur. Je vais lui mettre une chaîne en guise de ceinture et 2 piles électriques à la place des yeux. Là, ce n'est pas trop mal. Tu ressembles un peu à un bonhomme de neige, mon vieux. Mais on fait ce qu'on peut. Les temps sont durs pour les fabricants de fantômes. Toi, tu te mettras du côté où se lève la lune et tu apparaîtras entre les herbes. Je suis le fantôme au clair de lune. Je n'ai jamais dit ça. Mais enfin, ça peut aller. Je suis le fantôme au clair de lune. Oui. Exténuant de fabriquer des fantômes à cette allure. Ah, vite que je devienne châtelain et que je me fasse servir mon petit déjeuner au lit. Allons, au 3e. Je le mettrai à l'autre angle du château. Si le vent est bon, ils empêcheront quiconque d'approcher. Tiens, je me suis trompé.
Au lieu d'un, il y en a deux. Ce seront des fantômes jumeaux. Ils sont d'un beau noir. Presque trop beaux pour être des fantômes. Bah, je leur mettrai une mécanique terrifique. Celle qui fait ouh. Vous serez les fantômes qui font ouh, ouh, ouh. M'avez-vous compris? Nous sommes les fantômes qui font ouh. Arrêtez-vous! 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 Une fois suffit! Après, les gens s'habituent et n'ont plus peur du tout. Vous, je vais vous mettre du côté des rochers et des cailloux. L'homme noir s'était hâté de placer ses fantômes autour du château, soit en les lançant d'une fenêtre dans un bouquet d'arbres près de la rivière, soit en les plaçant le long des murs, où ils se balançaient lentement sous la pluie qui tombait interminablement des hauteurs où la notion de ciel avait disparu. De nouveau, les grisailles du soir embrumaient la campagne. Dans le grenier de la vieille couturière, Louvier et Frédéric cherchaient le grillon, de plus en plus fébrilement. Nous ne le trouverons jamais. Il le faut, absolument. Monte sur une chaise, Louvier. Il m'a semblé voir quelque chose bouger le long de la corniche. Je le vois. Attrape-le. Il vient de sauter. Il doit être sur le plancher. Ne nous énervons pas. Maintenant que Louvier l'a vu, nous sommes certains qu'il ne peut pas nous échapper. Il se promenait le long de la corniche avec des grandes pattes maigres qui relevaient comme s'il montait la garde avec des bottes et un fusil à baïonnette. Il t'a intimidé. Oui. Il vient d'entrer dans le chapeau du fantôme vert. Il va se croire dans une prairie. Voici l'occasion jamais de le capturer. Il ne peut plus nous échapper. Attention. Hop. Vous l'avez? Oui. Je l'entends s'agiter dans le fond du chapeau. Ne l'écrasez pas avec vos doigts. Il est très en colère. Tous les grillons sont d'un naturel irritable. Mais qu'y faire? Enlevez la clé de la porte. Là. Maintenant, j'entrouvre le chapeau juste devant la serrure. Là. Très bien. Il entre. Poussez-le avec la paille. Vous voyez bien qu'il ne veut plus avancer. Encore un peu. Ça y est. Il a sauté dans le couloir. Je n'entends plus rien. Il marche sur le plancher. Oh bah vous avez l'oreille fine. L'habitude du silence. Et ce grillon coléreux, puisque vous l'entendez marcher, où va-t-il? Que va-t-il faire? Venez, je vais vous le dire à l'oreille. Ah oui, oui. Par la serrure. Ah oui. Et puis... Oh. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Je n'ai encore une fois rien compris. Ah, moi si, un peu. Vous disiez... Croyez-vous que j'entends le bruit de mon aiguille trouant la toile et celui du fil qui grince contre la soie si... Voilà, j'ai compris cette phrase, mais enfin après... Après, tu disais bonbon en souriant. Je croyais... Chut. Il faut attendre. Dans le grenier, chacun s'était assis autour de la table au chiffon qu'éclairait la lampe et attendait. Le silence soudait les gens et les meubles à l'attente de l'air, et la pièce tout entière paraissait avancer insensiblement dans une étendue sans paysage, derrière un grillon noir, luisant et autoritaire. Les visages étaient pâles, sauf celui de la vieille couturière qui contemplait ses fantômes immobiles avec le calme de la confiance. Pourtant, dans le couloir grinçant du château, le fabricant de fantômes noirs marchait rapidement, la figure rouge tachetée de violet d'avoir été exposée à la fenêtre ouverte. Enfin, ils sont tous prêts. Celui qui m'a éclaté la figure m'a cinglé le nez. Et tant pis, n'est-ce pas? Ah, mes petits trognons, vous croyez qu'on va vous délivrer? Personne n'osera plus passer par ici. C'est moi. C'est moi qui vous le dis. Montons sur la tour pour voir l'effet produit et être certain de ne pas être dérangé pendant ma dernière conversation avec la châtelaine.
Le reste du troupeau erre encore dans les prairies. Ils toussent maintenant, ces sales gosses. On les entend aussi loin que les clochettes des chèvres. Ils vont attirer les gens du village. C'est d'ailleurs inhumain de les laisser dehors par cette pluie. La châtelaine doit avoir une crémaillère à la place du cœur. On fait tic, elle fait tac, et bing, bing, bing. Voilà le châtiment servi froid, sans savoir d'où il vient. Ah! Le vent éloigne le troupeau du côté de la rivière. S'il pouvait se noyer... Je vais attraper froid sur cette tour. Elle souffle la matière première. Ils reviennent. Le vent a dû tourner. Ah, pourquoi restez-vous dans ces prairies? La châtelaine ne vous attend pas, surtout en ce moment. Tiens, une chouette. Mes fantômes jumeaux. Une réussite involontaire, mais un résultat à s'y méprendre. Eh bien, petite cuisse en fromage blanc, allez grelotter ailleurs. Je vous l'ai déjà dit, dites adieu au château. La châtelaine n'a aucune envie de réchauffer vos pieds sales dans des draps propres. C'est un rocher à peine sculpté, cette femme. Ils sont toujours là. Bon, ils vont se mettre à l'abri du vieux pan de mur. Ils n'y resteront pas longtemps. Je suis le fantôme des coins obscurs. Cette fois-ci, même s'il ne vous reste plus que quelques souffles, je vous conseille de les utiliser pour déguerpir au lieu de tousser. Mais non. La lune vient de montrer sa boule entre les nuages, et il court vers sa lumière. Pauvre petite fourchette vide, ce n'est pas dans la prairie que vous trouverez une assiette, surtout une assiette de soupe. Je suis le fantôme au clair de lune. Mais oui, pas d'assiette, mais un fantôme d'assiette. Plus tard, vous me remercierez. Si je vous empêche de rentrer au château, c'est pour vous éviter d'horribles représailles. Bras désarticulés, sanglots, silence, remords. Mais que font-ils? Ils devraient s'en aller. Et ils se rapprochent encore. Le grillon. Il les appelle sec, 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 sec. Le voici près du saule échevelé. Le grillon irrité avait bondi du château. Et de la même façon qu'une limace laisse derrière elle une trace humide et gluante, il sautait maintenant d'un trou sec à un autre trou que son chant avait rendu aussi sec qu'une poignée de foin dans la grange, aussi sec que la poussière entre les pierres d'un mur. Et le troupeau se dirige maintenant vers le saule échevelé. Il faut vraiment que la châtelaine les ait laissés dans l'ignorance la plus stupide, cette marmaille au mollet maigre, pour en arriver à croire un grillon qui chante « Sec, 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 sec ». Des arbres tordus. Je suis le fantôme des arbres tordus. Et voilà, on s'affole, on a peur de tout, du vent, des fantômes, même ratés. Allez, allez, mes fantômes, à la chasse aux peureux, faites-moi disparaître ce troupeau comme une brume des marais. Les fantômes ululaient, et les enfants couraient dans l'herbe, suivant le grillon invisible qui se déplaçait suivant son chemin sec, invisible lui aussi. Après quelques instants de course, affolé, un jeune garçon glissa sur la prairie humide et tomba. Son épaule et son front heurtèrent violemment une pierre plate qu'il n'avait pas vue, ou du moins ce qu'il prenait pour une pierre. Le corps douloureux, il resta allongé dans la boue. Qu'est-ce que tu as? J'ai mal. Les enfants mouillés étaient désespérés. Que faire pour aider leur ami? Ils n'avaient rien pour le soigner et ne connaissaient même pas les paroles qui consolent. C'est alors que le blessé appela « Maman !»
Et dans les yeux qui s'emplissaient de larmes, les reflets de lumière se mirent à danser. Des fenêtres venaient de s'illuminer et un château avait jailli. Le château Miroir. On se précipita vers les lumières avec de nouvelles forces. Même le blessé courait. Les murs s'élevèrent devant eux jusqu'au toit hérissé de pignons, de tourelles et de combles brisés que les rafales de vent cinglaient de pluie. Le seuil les accueillit avec ses marches usées jusqu'au portail entrouvert. La main de cuivre n'était plus là. Personne ne l'avait remarqué. Dehors, une fois de plus, le château s'éteignait, fondait dans la campagne pluvieuse où le vent s'était calmé. Mais là-haut, sur la tour, où le fabricant de fantômes noirs avait été ébloui par l'illumination des 1000 fenêtres, une lueur subsistait, semblable à celle que laisse sur les vitres et les feuilles des arbres le soleil d'automne. Mes fantômes sont morts. Je ne les entends plus. Dégonflés, avachis par cette pluie obstinée. Tiens, sur le créneau, cette feuille de tilleul jaunie amenée par le vent. Elle ressemble à la main de la châtelaine. Enfin, au heurtoir en cuivre de la porte d'entrée. Elle est glacée. Ah, châtelaine, on ne daigne pas me tendre la main? Comme d'habitude. On compte seulement sur moi pour flanquer la frousse, et puis après, un geste glacé, une feuille morte. Et puis, on se disloque en détails précieux. Un mouchoir, un pan de robe. Je n'ai d'ailleurs jamais rien vu d'autre dans cette cave où l'on m'avait enfermé. Elle ne parlait jamais. J'avais été prévenu par sa couturière, bien sûr. Mais 1000 ferrailles de scène à fantômes. Qu'ai-je enfermé dans la cave? La châtelaine ou son mouchoir? J'étais stupide de croire qu'elle allait passer des jours et des jours avec moi sous ces voûtes à salpêtre qui puent le pipi de chat, uniquement par crainte de m'entendre terroriser le voisinage. Pendant que je soliloque, c'est ainsi que parlent les châtelaines, sur cette tour glacée, elle boit du champagne dans des flûtes, sous un lustre aux plumes de cristal, plus réchauffé que le plumage d'un croupion de dindon. Et moi, je gèle à la lueur de... Mais c'est moi qui éclaire. Un ver luisant s'est posé sur moi? Non? Une maladie de l'hiver. Si je reste ici, on m'apercevra de loin et j'attirerai les villageois. À la cave, le mignon, tu serviras à éclairer la châtelaine. Dans le grenier, la couturière des fantômes roses secouait doucement la tête, approuvant on ne sait quoi. Elle somnolait. Frédéric et Louvier continuaient à attendre, sans rien voir. Dans l'air de la pièce, merveilleusement sablée de lumière, le grillon avait disparu derrière son horizon. Les voilà! Ils vont nous délivrer! Je le savais. Et le fabricant de fantômes noirs? S'il n'a pas pu les empêcher d'entrer, c'est que... Hé, Julie! Chez la couturière, on nous a enfermés. Approchez de la lampe que je vois dans quel état vous êtes, plus mouillé que des joncs. Ne touchez pas mes chiffons, vous les saliriez. C'est une fabricante de fantômes noirs. Qui est cette fille? La fille d'un sabotier qui s'est cognée au château, par hasard. Que fais-tu ici? Je me promène dans les couloirs avec Louvier. Tu ne cherches rien? La châtelaine, comme tout le monde. Donc pour moi, c'est plus important, puisque je suis le fils de la châtelaine. Menteur! Bien sûr, il ment, puisque c'est moi. Oh, menteur!
Vous devez pourtant tous être de la famille puisque vous vous trouvez ici. Un peu, en effet. Par la couleur des cheveux. Et le fabricant de fantômes noirs? Il t'intéresse? Il paraissait dangereux. Très dangereux. D'ailleurs, chut. N'entendez-vous rien dans le couloir grinçant? C'est lui. Il revient. Il va descendre à la cave pour tuer la châtelaine. Il faut le devancer. Courez! Moi, je marche trop péniblement. Je vous attends ici. Une araignée. C'est là. Bon, où est la clé? Là, par terre. Donne-la-moi. Je sais ouvrir la porte. Ah, on n'entre pas ainsi chez une châtelaine. Et comment alors? On pourrait la prévenir d'abord. Si elle est mal peignée, elle sera pas contente. Frappons 3 coups, le doigt en virgule et attendons l'oreille en églantine tremblante que madame prépare son sourire et nous dise « Entrez ». Vous n'êtes pas pressé de la délivrer ni l'un ni l'autre. C'est moi qui vais ouvrir. La porte est ouverte. Il suffit de la pousser. La porte ouverte découvrit une salle voûtée où la lumière ne pénétrait que par un soupirail poussiéreux. Dans la pénombre humide qui donnait une unité d'ambiance à la cave, d'énormes araignées se déplaçaient, s'entrecroisaient, comme ces têtes d'anges peintes qui volent au plafond. Mais ces têtes avaient des pattes et couraient sur le sol en terre battue. Je ne vois personne. Il fait sombre. Madame la châtelaine. Elle est peut-être évanouie, couchée dans un coin d'ombre. Ou enchaînée à un pilier, ou je sais pas moi, bâillonnée. J'ai parcouru la cave, il n'y a personne. Par là, ça sent l'autre colonne. C'est tout? Oui, un flacon vide, un mouchoir brodé. Bon, elle est donc passée par ici. Comme ailleurs, peut-être nous avons trop attendu. Oh, quelle poussière dans cette cave. Crois-tu qu'elle se soit effritée comme un vieux mur? Peut-être le fabricant de fantômes noirs l'a-t-il emmené plus loin. Bon, il faut la retrouver. Il faut chercher partout, ouvrir les placards, défoncer les portes. Tu prends moins de précautions quand elle n'est pas là? L'homme noir. Il l'emmène. La châtelaine. Vous l'entendez, elle crie. C'est pas elle, mais lui. Non, je n'ai pas. Non, elle est plus loin. Venez voir, là-haut, dans la salle au bouquet. Le groupe des chercheurs quitta la cave. Quelques marches plus haut s'étendait une salle faiblement éclairée, avec une cheminée au bord de pierre, sur laquelle veillait un miroir au contour des temps. Et, dressée triomphante, sur le parquet marqueté de plaquettes blondes et brunes et rousses, écailles d'une splendide peau de crocodile, une table en acajou pourpre sombre, épaisse, avec un bouquet de fleurs des champs dans un vase galbé, et devant le bouquet, en arrêt comme un chien, un homme vêtu de noir, dont on ne voyait que le dos. Il est devenu fou. Que cherchait-il entre les fleurs de ce bouquet? Châtelaine, tu es là. Tu te caches dans ce champ de blé. Mais je vois ta lanterne, Châtelaine Lumière. Je vois ta lumière. Je vais t'attraper. Tu es là, derrière cette touffe de bleuets et de coquelicots. Et tu crois que je ne te vois pas? D'un bond énorme de léopard des blés, je vais sauter par-dessus les épis. Hop! Oh là là. Il est fou, hein? Il a tout cassé. Comment peut-il croire que la châtelaine peut se cacher dans un bouquet de fleurs? Chut, regardez. Il
Il y a 2 petites taches de lumière jaune qui glissent devant lui sur la table, chaque fois qu'il se penche. On croit se moquer de moi. On croit que je ne comprends rien. On croit que j'ai une cave dans la tête, une cave sombre, avec seulement des vieilleries et de la poussière. Mais j'ai aussi des araignées, Madame la Châtelaine. Des araignées qui déplotonnent leurs pattes pour vous attraper. Il s'arrête devant un apron. Il est fou. Regarde-le s'approcher avec des précautions de chasseur d'oiseaux. Sous ce apron, n'est-ce pas? On se fait minuscule, aplati. On se dit... On va confondre le bord de mon jupon avec la dentelle du napperon. Châtelaine futile. Mais moi, je sais ce qu'on peut trouver sous les pierres quand on les soulève lentement. Des perce-oreilles, des 1000 pattes. Et quelquefois, hop, des châtelaines. Ah, rien. Fuyante. Les 2 taches de lumière sont revenues sur la table. Elle le nargue. Pauvre fantôme. Un imbécile. Regarde-le. Il lève la tête vers le lustre, comme s'il voyait passer un vol d'oies sauvages. Là, c'était là, dans cette maison de glaçons. J'aurais dû m'en douter. Châtelaine des glaces, on cache ses oreilles dans une forêt de boucles d'oreilles. Châtelaine à grande oreille. Là, tu ne m'échapperas pas. Cherche un bâton. Vas-y, fantôme noir, nous allons assister à un spectacle qui fera du bruit. Un bruit que j'aurais voulu faire, mais je n'osais pas. Il faut être fou. Il a trouvé les pincettes de la cheminée. Il va taper dans le lustre. Châtelaine au milieu doré, n'essaie pas de me faire peur, de me faire croire que tu es caché derrière chaque glaçon pour que je me trompe. La chance, là ou là? Non, le château ne m'appartient pas, le lustre non plus. Je vais tout casser en 1000 éclats. Il ne reste plus une pendeloque. Il me battrait au jeu de quilles. Je vais devenir folle. Je finis par croire moi aussi que la châtelaine est dans cette salle. Toujours hors de portée. Légère, si légère qu'une haleine l'éloigne dès qu'on veut s'en approcher. Comme les huppes des chardons voyageurs. Eux, on les voit. Tandis que la châtelaine... La châtelaine! Il l'a prise. Non, il est devant le miroir de la cheminée. Il y a 2 yeux qui le regardent. 2 yeux qui sont comme des plumes de perdreau. Oui, mordoré. Comme 2 tasses de thé, comme 2 bougies. Oui, c'est doux, doré et chaud. Non, je ne voulais pas aller à la chasse aux yeux de châtelaine, je ne voulais pas. C'était un peu d'énervement, bien sûr. L'envie de me dégourdir. Je suis resté trop longtemps dans cette cave. Et comme vous ne répondiez pas quand je voulais vous parler, je rentrais tout en moi. Je me bourrais de moi. Et c'est sorti, que voulez-vous? D'ailleurs, vous ne pouviez pas me répondre, puisque vous n'étiez pas là. Une simple odeur d'eau de Cologne pour me faire croire, pour rire, quoi. Mais Louvier... Quoi? À qui parle-t-il? Regarde. Oh, il parle à ses propres yeux. Mais bien sûr, Madame la Châtelaine, je ne ferai plus peur aux enfants, à moins que vous ne me le commandiez, pour qu'on vous craigne et qu'on vous obéisse. Bien sûr, la loi c'est la loi, bien sûr, Madame la Châtelaine, bien sûr. Ses yeux s'éteignent peu à peu. Bien sûr, Madame la Châtelaine. Il courbe le dos. Plein-le, là. Il ne doit pas avoir beaucoup d'instructions comme moi. Il croit tout ce qu'on lui dit. Mais personne ne lui a rien dit. J'oubliais qu'il parlait à ses yeux. La châtelaine... Où se trouve-t-elle? Si le fabricant de fantômes noirs ne l'a pas emmenée... Louvier, toi qui connais bien le château, guide-nous. Où peut-elle se trouver? Dans une tour? Si c'était elle... C'est le vieux marin.
La boussole s'affole? On cherche une baie hospitalière, un estuaire propice dans les parages? Du calme, les gars. Tant qu'il y a du goudron sur les planches et de la salive dans la bouche, tout va bien. Vous retrouverez le nord, je vous le dis. Et comme d'habitude, bien en face du sud. Nous cherchons plutôt la châtelaine. La châtelaine? Ah, la châtelaine. Savez-vous où on pourrait la retrouver? Oh non. Les châtelaines, vous comprenez, moi, je n'ai pas l'habitude de les fréquenter. On n'en rencontre pas beaucoup dans les bistrots des ports. Sur les îles désertes? Sur les îles désertes, on les attend. Mais on ne les voit pas souvent. À moins de les confondre avec les mouettes et les goélands quand on n'a pas mangé depuis 8 jours. Mais une châtelaine, c'est pas n'importe qui. Est-elle ici? Comme l'air qui circule dans les couloirs. Dans la salle à manger où la table d'acajou ressemblait à un cadre vide, on entendit alors la toux de la vieille couturière venant de la cheminée sans feu. Cette toux frappait le silence comme une canne. Ses pas glissés traînaient un chuchotement de pensées imprécises. Tout ceci est étrange, mes enfants, très, très étrange. Où allez-vous, madame la couturière? Je ne vais nulle part, mes enfants. Je marche simplement devant. Devant qui? La châtelaine. La châtelaine? Mais à peine Frédéric eut-elle répondu à l'appel de la voix, le château disparut. Le château et tous ses couloirs. Et tous ses personnages. Frédéric se retrouvait dans les prairies mouillées du pays de la pluie. À côté d'elle se tenait une femme habillée en paysanne qui tenait un panier. C'était sa mère. Le temps de s'étonner fut assez long, et la pluie perla en fines gouttelettes dans la chevelure des deux femmes. Puis Frédéric s'écria: C'était toi la châtelaine? C'était moi le château. Le château? Oui, avec ses 1000 couloirs. Comment cela s'est-il passé? Te rappelles-tu, le jour où je suis partie à bicyclette, il y a 2 ans, pour aller chez ma sœur qui habite la ville? Ah oui? Tu avais mis ton ciré noir. Il pleuvait comme aujourd'hui. La route était glissante entre les prairies gorgées d'eau. Je tenais bien mon guidon qui avait toujours tendance à me faire tourner à gauche, à cause du panier que j'avais suspendu de ce côté-là. Il était lourd. L'osier grinçait comme s'il allait craquer. Puis, je n'ai plus rien entendu. Je me suis d'abord contentée de soupirer d'aise. Le panier ne pesait plus autant sur le guidon. J'ai freiné et j'ai mis pied à terre. J'ai ouvert mon panier. Pour voir si tu avais perdu quelque chose? Oui. Et tu avais perdu? Une petite cuillère. C'est léger, une petite cuillère. Comment as-tu pu t'en apercevoir? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'y tenais. Elle était en argent. Ma grand-mère me l'avait donnée. Et qu'as-tu fait? J'ai couché ma bicyclette au bord de la route et je me suis mise à chercher. C'était au tournant qui ramène la route près de la rivière. Tu vois où, Frédéric? Oui, je le connais bien. Après avoir pataugé dans ces prairies marécageuses, j'ai fini par retrouver la cuillère qui luisait sous la pluie. Je l'ai ramassée. Elle était froide, glacée, à faire trembler. Elle paraissait avoir envie de moi et moi j'avais envie de la réchauffer. C'était idiot, n'est-ce pas? Mais comme j'étais toute seule, que personne ne pouvait se moquer de moi, je l'ai fait. Et alors? Alors, je suis devenue de plus en plus insensible au mauvais temps. La pluie tombait sur mon châle comme sur un toit. J'entendais le vent siffler contre mes hanches comme le long d'un mur. Comme au château? Et dans le brouillard qui montait des prairies, enfin tu sais. Que cherches-tu dans ta poche? La petite cuillère. J'ai ramassé dans un couloir.
Ça, c'est de la chance. Elle s'agite. Elle veut prendre l'air. Toi aussi, tu trouves que c'est une curieuse petite cuillère. Elle est très ancienne, tu sais. Jolie, ciselée, cambrée. Je te la donne. Maintenant, rentrons. Frédéric suivit avec sa mère le sentier qui menait au village. Les premières lumières qu'elles virent faisaient de longs fils jaunes avec leurs regards. Bientôt, elles sentirent sous leurs souliers les gros cailloux arrondis qui servaient de pavé à la première ruelle, celle des étables et des granges. Puis elles débouchèrent sur la place. La pluie tombait toujours. Pas d'autre bruit que les coups de marteau donnés par le sabotier, qui continuait à travailler malgré l'heure tardive. Ma fille qui ne revient pas. Je n'aurais pas dû la laisser partir à cette heure. Frédéric et sa mère n'étaient plus qu'à quelques pas de la porte. La borne qui en marquait le coin, une ancienne borne qui servait autrefois aux cavaliers à se remettre en selle, luisait, comme le crâne chauve du sabotier. Frédéric souleva le heurtoir. Entrez, il suffit de pousser la porte. Maman est retrouvée. Elle était devenue un château là-bas, près du tournant de la rivière, à cause de la petite cuillère qui était en colère. Et puis je me suis cogné le genou et les 1000 couloirs se sont éclairés. Je suis tombée dans de la confiture. Non, attends. Je comprends rien à ce que tu racontes. 1000 couloirs, tomber dans la confiture. J'espère que ta mère pourra mieux trouver ses mots pour m'expliquer cette histoire. Oh, je ne crois pas, Clodomir. Tout ceci était si étrange. Si étrange. Il y eut un très court instant de silence, mais le feu pétillait. La soupe sentait la carotte et le poireau, et la lampe effaçait les pensées des yeux. Le sabotier se rappela pourtant un moment dans quelles conditions sa fille était partie. Et ton ami, Louvert, Louvry... Louvier? Oh. Ou Louvier? Frédéric avait déjà oublié Louvier. On n'en reparla plus. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Les longues cheminées des toits fumaient, en attendant d'autres nuages. Vous venez d'entendre Le château aux 1000 couloirs, un conte de José Pivin, avec Pierre Vassiliou, Louvier, Edith Scob, Frédéric, Jean Topard, le conteur, Tania Balachova, le fabricant de fantômes roses, Roger Blin, le fabricant de fantômes noirs, et Marc Hérault, Ariel Semenoff, Jean Péméja, Nelly Borgeot, Jean Glénat, Bernard Calais, Philippe Chauveau, Marie-Thérèse Arène, Marie-Claire Achard, Édith Loria, Hubert Bution, Lucien Frégis, Dominique Morin, Patrick Lemaître, Rosine Favet, Catherine Arditi, Yvette Étiévent. Et la participation pour les rôles chantés de Marie-Thérèse Kahn, Berthe Kahl, Lucie Dolène et Nicolas Youmatov. Accompagnement à l'accordéon, Gilbert Roussel. Bruitage, Joël Noël. Musique de Georges Apergis, interprétée par le compositeur. Équipe de réalisation, Jean-Just Forgue, chef opérateur du son. Assistant technique, Joseph Rémiot. Assistant de production, Daniel Long.